En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, ça y est, on se retrouve pour le podcast de Ferrari, le podcast qui est un petit peu plus calme aujourd'hui. Pourquoi un petit peu plus calme aujourd'hui ? Eh bien parce que il y a eu, avant la course de l'UTMB, 30 jours de podcast quotidien à retrouver sur Patreon. Ces 30 jours de podcast quotidien ont eu un très beau succès. Enfin, en tout cas, je voulais remercier tous ceux qui m'ont dit que ça leur avait fait plaisir. Au moins, voilà, j'ai pas parlé dans le vide. Et je vais regarder, déjà, je vais regarder combien de temps ça dure, ces 30 podcasts-là. Et j'en ferai bien un espèce de livre audio, tu sais, pour l'écouter en une fois. Alors, en une fois, peut-être pas, parce que ça doit durer plus de 24 heures. Mais pour avoir peut-être un seul lien de téléchargement finalement, parce que donc je les ai postés tous les jours sur Patreon. Et si on veut aller les chercher peut-être en décembre, il y aura eu 6 mois de passé, ce sera peut-être un peu le bordel. Donc je réfléchis à tout ça. En attendant, aujourd'hui, on est là pour le 172e. Alors, sans compter les hors-séries, là je parle que de ceux des mercredis. 172, et c'est une question. Ah oui, je suis retourné chercher une petite question, ça faisait longtemps, d'Anthony Kenyek, qui doit se dire, ah tiens, s'il m'a envoyé le mail il y a assez longtemps, qui nous demandait, le flow, est-ce un mythe ou une réalité ? Donc une question qui va très clairement être en lien avec la drogue. C'est une bonne question, et en fait je l'ai choisie, cette question, parce que je vais m'appuyer sur ce que j'ai vécu pendant cette UTMB 2022, qui s'est bien passé. Alors, je suis pas là pour faire un retour sur la course. Je ferai une petite vidéo YouTube rigolote, pour s'amuser plus tard, peut-être demain, et un retour un peu plus sérieux en podcast pour les patriotes ce vendredi. Aujourd'hui, je vais te parler plutôt de l'état d'esprit qu'il y a eu pendant cette UTMB, que Anthony pourrait éventuellement qualifier de flow. Alors, tout d'abord, je n'ai pas pu le faire la semaine dernière parce que le podcast numéro 171 a été enregistré conjointement avec Thomas Laure-Blanchet, grâce au dispositif Run Advisor, qui est une application pour les runners qu'ils ont sorti. Et nous étions un petit peu en direct avec une trentaine ou une quarantaine de personnes dans le public à l'Indexbus du côté de Chamonix. Donc vous pouvez réécouter ce podcast-là, le 171, c'est celui de la semaine dernière. Il y a pas mal de petits tips pour une avant-course, et c'est pas parce que l'UTMB est passé qu'on n'a plus de course. Là, qu'est-ce qui va arriver ? Pour ceux qui aiment l'ultra, je parle. L'Infernal Trail des Vosges, le 100 miles sud de France, l'Ultra Trail du Beaujolais Vert, l'Ultra Trail des montagnes du Jura, le Grand Raid Qatar, pas mal de choses. Ouais, après on a la course de
des Templiers, ils ont un sans borne. Après, on a le Grand Raid de la Réunion, Inch'Allah, s'il se déroule. Pour ceux qui croient encore au trail à l'étranger, avec des billets d'avion qu'on va peut-être perdre ou non, il y aura Madère fin novembre. Fin novembre, il y aura aussi l'Ultra Trail Cape Town. Enfin bref, encore une belle fin de saison à vivre. Et là, j'en ai oublié. Donc, c'est intéressant de réécouter celui de la semaine dernière. Et la semaine dernière, ce que je te disais, c'est que je n'ai pas pu remercier les nouveaux patriotes. Et ils étaient nombreux la semaine dernière, et ils sont nombreux aussi cette semaine. Donc là, on est parti pour environ 5 minutes de remerciements. Oui, puisque on est bientôt 400. Alors, je me souviens d'il n'y a pas si longtemps, je pense qu'on était au printemps, où je voulais à tout prix atteindre les 300, parce que ça faisait comme 300 dans... Merde, comment il s'appelle le film ? Il s'appelle 300. Et oui, avec les Spartiates. Et on est encore plus que ça. Donc on est plus que les Spartiates. Et j'ai pu voir, déjà tous les week-ends, je croise des patriotes sur les différents événements. Et j'ai pu voir en plus ce week-end à l'UTMB qu'au bord du chemin, vous étiez quand même sacrément énervés, les supporters. On en parlera justement pour ce flow. En tout cas, je remercie ceux qui ont rejoint le Patreon, donc Martin Bou, Quentin Sylvestre, Joël Alberton, Arnaud Freund, Mathieu Delhomet, Corentin Neuffer, Vincent Héritier, Julien Maufroy, Julien Guibert, François Bally, Laurent Licourt, Picon Royal, bon là on est sur un pseudo marrant, Jonathan Balin, Alexandre Jouvencel, Quentin Deshoul, Nicolas Calvez, Kevin Gazzola, Julien Damota qui fait son grand retour parmi nous, Johnny Sage, avec qui on avait vécu une très bonne séance de plage, je me souviens. Louis Nodo, Thierry Stalens, Sébastien Moll, Clément Masson. Ah oui, Johnny, qui est une des rares personnes que j'ai vues juste avant le fameux confinement de 2020, celui qui était strict. Stins, Gobert, bon, c'est juste Gobert. Thomas Deray et Christophe Cosset. Voilà, là normalement j'ai oublié personne sur les 2 dernières semaines. Et nous allons pouvoir donc démarrer l'introduction. Et oui, parce que là, on était sur la pré-introduction. Oui, plus c'est long, plus c'est bon. Donc pour ces nouveaux patriotes, voilà, vous n'êtes peut-être pas au courant, vous n'avez peut-être pas forcément vu le billet du lundi qui est revenu avec les revues de presse d'Alexandre Viol. Ça y est, il est tout content, Alexandre. Dedans, normalement, je vous ai mis le lien Strava pour demander l'autorisation d'intégrer la Ducarmi sur Strava. Là, c'est un peu compliqué parce que vous avez des pseudos différents sur Patreon, sur Strava, vous avez une adresse mail différente, donc je suis totalement perdu. Donc ceux qui n'ont pas été acceptés sur la Ducarmi, envoyez-moi un petit message, où vous voulez, Facebook, Instagram, Twitter, j'ai Twitter maintenant, et on résoudra ce problème. Le forum, c'est pareil, vous êtes nouveau patriote, eh bien vous pouvez aller sur le forum. Pour cela, il faut créer un compte sur le site internet, puisque le site internet n'est pas du tout relié au Patreon. Donc il faut créer un compte sur le site internet, et à ce moment-là, moi je vois passer votre adresse mail dans les créations de compte. Hop, je valide. Voilà, là je pratique la censure pire que le gouvernement français. Attention, là on est sur une vraie dictature, hein, pas un truc de Mickey avec des petites mesurettes à la con. Non, là c'est dur, là, c'est rigoureux. Là. À côté, la Corée du Nord, c'est Bambi. Hein. Vous êtes de plus en plus, là, les patriotes. On va atteindre le chiffre de 400. Après, de temps en temps, il y en a un ou deux qui nous quittent, hein, paix à leurs âmes. Mais néanmoins, on va passer ce chiffre de 400. Et pour fêter ça, vous l'avez peut-être vu, si vous avez vu passer quelques stories sur Instagram, j'ai fait des chaussettes. Alors, pour l'instant, j'en ai fait 2. Donc ça va peut-être être un peu léger. Mais j'ai fait des chaussettes Ducarmi. Du moins, on va lancer la production pour envahir le monde, bien sûr, c'est toujours le projet. Les chaussettes ont été faites... Enfin, elles sont en création, parce que tu doutes bien que 2, ça faisait un peu léger. Donc ça va être fait par la Chaussette de France, qui est mon sponsor. Donc vous avez une chaussette qui est créée à 3. Bon, la ville est moche, mais ils font de bonnes chaussettes. Et je l'ai faite aux couleurs de la Savoie. Donc ça peut marcher aussi pour les Suisses, hein, remarquez, puisque j'ai mis du noir, du rouge et du blanc.
Alors, si vous mettez que du rouge et du blanc, on a essayé, hein, c'est pas foufou. Avec une petite base noire derrière, ça passe quand même beaucoup mieux. Donc voilà, vous avez un petit peu de rouge et de blanc. Et bien sûr, la petite touche identitaire. Voilà. Mais bon, vu que c'est pas un pays, c'est bon, vous passerez pas pour un nazi. J'ai fait écrire du Carmi sur le haut de la chaussette en très gros. Hein. Les lettres font 3 cm de hauteur. Donc voilà, on voit bien. Il y a un petit drapeau français, hein, parce que on a beau adorer la Savoie, on aime bien nos amis français également. Donc il y a un petit drapeau français léger au-dessus comme ça. Du Carmi, une lettre en rouge, tout le reste en blanc, voilà, sur une bande noire. Donc elles sont jolies, franchement elles sont jolies. Moi, quand je les ai vues designer sur le PC, j'étais pas amoureux. J'ai dit ouais, ok, sympa. Et quand j'ai reçu les 2 échantillons là, putain, j'étais vraiment très content. C'est le modèle Sierra de la chaussette de France, donc il est proposé à 19€. Là, vous avez une version un petit peu unique. Alors, on va peut-être en produire 200, 300, je sais plus ce que c'est la quantité minimale. On va faire un geste. La chaussette de France, c'est mon sponsor, ça leur fait plaisir d'entrer eux aussi, comme Broubeck, hein, qui nous a fait quelques t-shirts dans le délire du Carmi. Donc, on pourra les proposer à un tarif légèrement inférieur. Du coup, pour ceux qui sont fans du délire, voilà, vous avez une bonne paire de chaussettes là qui est en cours de production. Et pour ceux qui n'en ont rien à fiche mais qui aiment le modèle Sierra de chez la Chaussette de France, vous aurez une petite ristourne quoi sur le catalogue habituel. Que dire de plus ? Je voulais la mettre à l'UTMB sur la fin du parcours, mais je l'ai oublié. Je l'ai oublié dans le mauvais sac d'assistance. Et donc j'ai été zobé. Et d'ailleurs, je reviendrai en détail là-dessus, mais du coup, je n'ai pas pu rechanger. Alors, de chaussures, c'était pas très grave, j'avais pas envie de quitter Olympus, mais je n'ai pas pu rechanger de chaussettes et renoquer mes pieds parce qu'en fait, on s'est gouré de sacs attrayants. Donc, tu vois, comme quoi, des fois, des erreurs bêtes peuvent survenir. D'ailleurs, on reviendra là-dessus dans le podcast vendredi sur comment l'UTMB s'est déroulé et qu'est-ce qu'on peut envisager à l'avenir. Mais il faut à tout prix que je change un truc pour les contamines parce que j'ai failli ne pas avoir de ravitaillement du tout. Ce qui aurait été très embêtant parce que j'avais pas de frontal. Enfin, j'avais des tout petits machins. Bref, ça c'est dit. Je vais lancer une petite cagnotte Ulule pour la création des chaussettes. En aucun cas, c'est une demande de don puisque quand vous souscrirez, vous allez... c'est une prévente de chaussettes en fait. C'est juste que pour créer 200 ou 300 modèles, la chaussette de France ont beau bien aimer le duc de Savoie, mais il faut que le duc de Savoie avance un peu l'argent et ça fait une petite somme quand même. Donc on va faire avec des préventes. Ce sera plus facile. Alors, ensuite, l'UTMB est à peine fini, que j'ai déjà des projets pour 2022. Des projets pour l'UTMB, hein. Tu te doutes bien que la géopolitique ne m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un de simple. Mettez-moi une forêt, un UTMB, c'est bon, je tiens 60 ans. Et donc, je suis très content. Et le podcast quotidien après la course, c'est une des idées pour l'an prochain. Parce que l'an prochain, je pense que je vais faire un peu la même préparation. Du coup, un podcast quotidien avant la course, ça va peut-être être un peu répétitif. Mais c'est vrai que certains m'ont alerté sur l'après-course. Alors, on peut s'en foutre et se vautrer dans le sucre et la luxure. Mais on peut aussi voir l'après-course comme un moyen de se fixer un deuxième objectif dans l'année. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'avais fait en 2019. Après l'UTMB, j'avais enchaîné 4 semaines après sur mon record de D+, D- en 24 heures. Et je l'avais bien réussi. Donc pour l'an prochain, pourquoi pas sélectionner une autre course en fin de saison et proposer 15-20 jours après la course de podcast quotidien pour montrer comment on récupère du mieux possible. Enfin voilà, il y aura là encore plein de choses à dire, je pense. Cette année, je n'en suis pas occupé, je comate sur mon lit, j'attends que la vie passe. L'an prochain, on pourra faire un truc sympa. Néanmoins, cette année, j'ai quand même encore un dossard en fin d'année. Alors peut-être que j'en accrocherai d'autres en novembre-décembre. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai mon dossard pour l'Endurance Trail, dossard de 2020 que j'ai laissé courir. Je m'en suis rappelé en juillet d'ailleurs que j'avais ce dossard. Pour l'Endurance Trail, ouais. Donc, on va enchaîner là-dessus. Voilà. Et je vais essayer des petites choses à l'Endurance Trail.
En tout cas, je suis content d'aller à Millau, ça fait longtemps. L'introduction est terminée. Voilà, 13 minutes 40, je pense que tu es très content. Et donc, Anthony, on va pouvoir y aller pour ta question. Le flow, mythe ou réalité? Avant ça, je bois de l'eau. Faites gaffe, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Ceux qui ont la ref, n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est mon brouillon. Le flow, mythe ou réalité? Alors, le flow, déjà, qu'est-ce que c'est? Kezako. Le flow, c'est un état d'esprit un peu second. Donc ceux qui consomment régulièrement des opiacés voient tout à fait de quoi je parle. Mais ça se retrouve aussi en sport. Par exemple, vous allez courir. Bon, je pense qu'il faut quand même courir un certain temps. Imaginons que vous faites une sortie longue de 3 heures sur un parcours que vous connaissez un petit peu. Et puis aujourd'hui, vous vous sentez bien. Vous pensez à 2-3 trucs au début de votre run. Puis finalement, votre esprit il divague. Et puis, d'un coup, vous percutez. Vous sortez de cet état d'esprit. Et vous vous dites, oh putain, merde, mais j'ai déjà fait 20 bornes, 1000 de dénive et tout, là, en 2h15. D'un coup, en fait, vous sortez de vous réveillez, en fait. Donc, vous étiez en train de courir. Alors, évidemment, vous ne dormiez pas, puisque vous étiez en train de courir, en train de faire attention, vous avez posé les pieds, etc. Mais tout ça était mécanique, tout ça, c'est parfaitement enchaîné, et vous n'avez pas vu le temps passer. Pour moi, le flow, c'est ça. Et c'était agréable, évidemment. Quand vous êtes en souffrance, vous voyez le temps passer. Voilà, je prends, par exemple, après la course... ma mère et ma copine se sont occupées d'un de mes pieds et je me suis éclaté un orteil, donc l'ongle n'a pas sauté en fait, il tient encore par une petite partie, mais la base a sauté, donc ça fait mal, il y avait des poches de sang, etc. Donc elles se sont amusées à planter une aiguille dedans pour vider tout ça. Ça a fonctionné, ça a duré 10 secondes, mais je peux te dire que ces 10 secondes, je les ai vues passer. Eh bien, quand tu cours et que tout est facile, tu rentres dans un état d'esprit où tu n'as même pas conscience de ce que tu fais, tu saurais même pas dire à quelle vitesse tu allais, à quel mètre par heure tu gravissais la côte, tu es dans le flow, quoi, tu te laisses porter. Eh bien, cet état de bien-être, de zénitude, appelle ça comme tu veux, je l'ai ressenti pendant l'UTMB. Donc, en fait, ça répond tout de suite à la question, est-ce un mythe ou une réalité? C'est une réalité. Alors, certains, malheureusement, dans leur pratique, ne le ressentiront jamais. Bon, ce n'est pas très grave, mais je pense que pour pas mal de coureurs, ça leur arrivait une fois ou deux. Après, c'est pas non plus un état totalement extraordinaire. Des fois, ça vous arrive sans que vous fassiez très très attention. Enfin, c'est même d'ailleurs un peu le but du truc, à mon avis. Mais quand vous réfléchissez à votre entraînement ou à votre course, vous vous dites « Ah putain, mais oui, mais c'est vrai que pendant ce temps-là, j'étais dans le flow. » Donc, à quel moment je l'ai ressenti sur l'UTMB? Déjà, pas du tout au départ. Au départ, on est dans la ville, on fait très attention à pas se bousculer pour pas qu'il y ait une chute, parce que vous avez un troupeau de moutons qui va vous passer dessus derrière. Évidemment, tout le monde est serré et veut avancer, donc si quelqu'un tombe, derrière, vous ne le voyez pas forcément, vous lui marchez dessus, il se fait piétiner. Et il meurt, et c'est chiant, et voilà. Donc au départ, j'étais très concentré, je faisais attention vraiment au mec de devant, je regardais partout, tac, machin, ok, bidule. Dans le chemin jusqu'aux ouches, là, pareil, j'étais concentré parce qu'on court à 14-15 km/h et j'ai pas envie de buter sur un caillou, tu vois ce que je veux dire? Quand je me suis éclaté la rotule, j'étais à 12 km/h sur une piste forestière au Grand Raid de la Réunion. Je suis tombé, le genou a tapé une pierre tranchante, pile au mauvais endroit, pile avec le mauvais angle, et la rotule s'est fracturée de haut en bas, ou de bas en haut, c'est comme tu préfères. Donc là, je faisais très attention, j'ai mis les pieds jusqu'aux ouches, pas de chute bête, on est qu'au début de la course, il faut surtout pas avoir de problème. Après, dans la montée, c'est pareil, j'étais pas dans le flow, parce qu'il y avait tellement de spectateurs, ça criait partout, je reconnaissais quelques amis, on faisait coucou, etc. Donc là, on était plutôt dans une communion, une célébration devant tout le monde, puisque les coureurs partent pour la nuit, donc les spectateurs leur disent une dernière fois adieu, enfin si tu préfères. Donc là non plus. Ensuite, j'ai beaucoup couru avec Xavier Thévenard jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge, donc de Saint-Gervais à Notre-Dame-de-la-Gorge.
À ce moment-là, j'étais pas spécialement dans le flow, parce qu'on en a profité pour discuter. Donc moi, j'étais très à l'aise au niveau du souffle. Lui, je pense que jusqu'au contamine, il se sentait pas trop mal. C'est après que ça a coincé un peu. Donc on a discuté, on a passé un bon moment. Et arrive la montée à Notre-Dame-de-la-Gorge. Donc là, Xavier, je pense, a senti les premiers problèmes arriver. Il est monté tout doucement. Et moi, j'ai continué à monter un peu avec les autres. Je me suis retrouvé un peu tout seul parce que je voulais être à mon allure. Et à partir du ravitaillement de la Balme, donc au kilomètre 39 ou 40, c'est là que je me suis fait rattraper par Diego Pazos, Grégoire Kurmer et Ludovic Pomeray. Et à ce moment-là, je les avais vus revenir avec la frontale. À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, attends, on va pas se faire chier. Je vais me mettre avec eux. Donc j'ai ralenti un petit peu en les voyant arriver pour bien souffler et être zen quand ils allaient me passer. Et je me suis intégré au groupe. Donc on a continué le chemin à 4. Donc on a monté jusqu'en haut du col du Bonhomme. On a effectué la traversée qui est relativement technique. On est descendu au Chapieux. Des Chapieux, on a fait tout le faux plat montant jusqu'à Ville des Glaciers. On a monté le col de la Seigne. Et c'est après que je les ai quittés. Enfin, c'est plutôt eux qui m'ont quitté. Donc, on a passé 4, 2, un petit peu plus de 3 heures ensemble. Franchement, c'est passé super vite. Et là, je peux te le dire, même si on a un peu discuté, voilà, on a balancé une petite vanne ou deux, on a parlé de la suite de la course, etc. J'ai pas vu passer le temps, à mon avis, j'étais dans le flou. On passe en haut du col du Bonhomme. Même pas, je me suis dit, devant moi, c'est Ludovic Pomeray, c'est un très bon descendeur, c'est un mec sur ultra qui est extrêmement résistant, il faut pas descendre derrière lui, ça va être trop dur, trop rapide, tu vas pas y arriver, il y a un petit peu de cailloux sur le sommet, tu vas pas gérer, etc. Toutes ces pensées négatives qui me rabaissaient par rapport à Ludovic Pomeray, bon, ce qui est aussi un cas factuel, hein, il est meilleur que moi, point barre, il n'y a pas de discussion possible. Mais toutes ces pensées négatives, ce rabaissement, s'empêcher de s'émanciper, eh bien je ne les ai pas eues. Le mec est passé en haut du col, il a été badgé par le bénévole, je suis badgé par le bénévole 2 secondes plus tard, je suis sa foulée, on descend ensemble, je me pose pas de questions, je regarde mes pieds, je regarde ses baskets, je regarde un petit peu plus bas où est-ce que c'est le ravito des Chapieux, etc. J'étais dans le truc, c'était fluide. À aucun moment j'ai trouvé que ça allait vite. À aucun moment j'ai trouvé que ça allait doucement et qu'il fallait accélérer. J'étais dans le truc, je suivais, voilà, c'était fluide, propre. Idem après, on se ravitaille, et moi j'étais un peu en mode automatique, j'étais encore dans le truc, drogué quoi, tu vois, drogué. J'arrive dans le ravito, je sors les 2 flasques, je les remplis. D'ailleurs, je crois que j'ai parlé anglais au bénévole. J'ai dit energy drink please. Thanks a lot, good night, et je suis parti, tu vois. Alors que c'était Roger qui parlait pas toi en fait, et même le français pour lui c'était un petit peu trop déjà. C'était déjà un petit peu trop progressiste le français. On repart du ravito. On intègre la route pour aller jusqu'à Ville des Glaciers. Bon, après il y a un chemin. Et là, Ludovic Pomeray me revient dessus. On attend un tout petit peu. Diego et Grégoire reviennent. Et en fait, j'avais pas vu faire, tu vois, le ravitaillement. Voilà. J'ai même pas tilté qu'il n'y avait pas eu le contrôle du matériel obligatoire à ce ravito. Enfin, d'ailleurs, il n'y en a pas eu sur toute la course. Donc, voilà. Voilà ce que c'était mon premier moment de flow. Et en fait, après, je suis sorti de ce moment de flow dans la montée du col de la Seigne, parce que je pense que Diego Pazos a imprimé un rythme trop élevé. Alors, c'est dommage, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec Diego après la course, mais à mon avis, à ce moment-là, Diego a hypothéqué ses chances de finir la course. Son objectif, c'était 22h, il met 23h, donc il doit être très content, parce que quand on met 23h, c'est quand même très très bien. Mais il doit être un petit peu déçu, peut-être, de ne pas s'être rapproché de ces 22h qui lui tenaient à cœur. Et à mon avis, il est monté trop vite dans le col de la Seigne. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, progressivement, derrière, j'ai trouvé ça de plus en plus dur. Alors qu'avant, c'était très facile. J'ai trouvé ça de plus en plus dur. Grégoire Kurmer a lâché quelques mètres. Ludo Pomeray a arrêté de faire des blagues. Il a même dit à un moment donné si vous voulez courir, allez-y, moi, ça me va bien comme ça, là. Mais bon, finalement, on n'a pas couru. Donc, je pense que
on était tous les trois dans le dur, sauf Diego qui se sentait très très bien encore à ce moment-là. Et l'erreur qu'il a faite, que nous aussi on a dû faire, on aurait dû se concerter, on aurait dû dire putain, écoute Diego, là on sent qu'on est un peu juste, peut-être il faut qu'on reste unis encore jusqu'à Courmayeur, on va ralentir un poil, qu'est-ce que t'en penses, hein? On est 11, 12, 13e, 14e, c'est très bien, on va attendre que les autres sautent devant, on aurait dû faire ça. Et donc ça m'a sorti de mon flow un petit peu, d'un coup j'ai fait ah putain merde, mais c'est un peu dur et tout, hein. Et arrivé au sommet, bon il y avait un petit peu de vent, pas trop mais un petit peu. Et Diego direct, tac, il enchaîne, j'avais même lâché quelques longueurs. Grégoire avait déjà sa veste, donc il m'a doublé. Moi, je me suis arrêté mettre la veste, les gants, le bonnet, et j'ai remonté le bof. Voilà. Et du coup, d'une part, je suis sorti de mon confort. En plus, en mettant la veste, j'en suis doublement sorti. Je l'ai mise un petit peu en panique alors que le groupe était en train de partir. Donc là, ça m'a complètement sorti du truc. Après, j'ai fait le col des pyramides calcaires, j'étais toujours un peu loin derrière, je voyais leur frontal devant. Et puis dans la descente du col des pyramides calcaires, vu que j'étais sorti du flow, que j'étais pas bien, que j'étais un peu deg d'avoir lâché le groupe, que j'avais pas voulu non plus faire l'effort de revenir dedans. Bon, j'avais tout un tas de pensées parasites et je suis tombé 2 ou 3 fois en allant au lac Combal. Donc voilà, ça m'a complètement sorti du bordel. J'arrive à Courmayeur, j'étais un peu chanchon. Après Courmayeur, j'ai fait une petite hypoglycémie parce qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai dû perdre une barre, mais je la trouvais plus. Et puis finalement, on n'avait peut-être pas prévu assez à manger avec la nuit, etc. Bref, hypoglycémie après le refuge Berton, donc je suis allé à Arnouva comme je pouvais. Et là-bas, je me suis arrêté, j'ai mangé. Et en fait, j'ai beaucoup mangé à Arnouva. Je pense que ça a été signalé dans le live même. Les bénévoles, ils comprennent pas. Le mec, il arrive, il est 15e. Il prend une assiette de saucisson. Après, il s'enfile 3 verres de coca. Et il va chercher une assiette de brownie, pain d'épices, chocolat et sneakers, je crois. Là, ils ont pas compris. Tu vois. Ils se sont dit, mais c'est qui là? Il y a un morphale là qui s'est glissé à l'avant de la course. J'étais blanc, j'étais pas bien. Et je me suis dit, ouais, il faut manger, parce qu'après, le Grand Col Ferret, machin et tout. Je repars monter le Grand Col Ferret, donc là, j'étais un peu deg. Je me suis dit, putain, merde, putain, ça y est, ça va pas et tout, je vais finir loin. Donc, que des pensées négatives, encore une fois. Et puis, finalement, dans ce Grand Col Ferret, je monte avec Robert Aynal, avec Mimi Kotka, et puis 2 autres Gugus, là, qui m'ont doublé. Donc, en fait, je retrouve un peu, tu vois, l'esprit de groupe. Finalement, je suis un peu accompagné dans la montée, même si on n'a pas fait ensemble. Il y avait 2-3 mètres d'écart à chaque fois, mais... Voilà, il y a d'autres coureurs, le petit train s'entraîne, voilà. Et ça m'a fait revenir un peu dans cet état que j'ai eu toute la descente, au moins jusqu'à Champais. Et ça, c'est une partie, ça fait déjà 2 ans qu'elle me réussit bien. J'ai regardé sur LiveTry, et sans faire exprès, je suis dans le même temps que Daen. Enfin, il met 1h01, je mets 1h02 pour faire Grand Col Ferret à la Foulie. Donc, je suis agréablement surpris. Parce que je me suis pas forcé. En fait, j'ai basculé du Grand Col Ferret. J'avais déjà ma veste, mes gants, mon bonnet et mon bof dans la montée parce qu'il y avait énormément de vent. Je bascule, j'attaque tout de suite à descendre. Je double 2 mecs, là, les 2 que je connaissais pas trop, là. Enfin, et Mimi Kotka aussi. Donc, j'attaque à descendre dans une position confortable parce que je suis déjà couvert. Qui plus est, je double 2 mecs, donc je me dis, en fait, non, je suis pas si ridicule que ça. Et hop, je retourne dans un état de bien-être et je cours jusqu'à la Foulie. Et franchement, j'aurais du mal. Je me souviens mal du chemin, tu vois, dans cette partie. Je me souviens pas trop parce que j'étais un peu ailleurs, tu vois. Ça courait tout seul dans la descente, enfin le plat à la fin. Donc voilà, deuxième moment de flow. Et après, Champais est revenu au moment de souffrance. Alors, ça, je l'explique de 2 façons. Première façon, ce moment de souffrance, il est revenu parce que ça fait mes 2 premières participations à l'UTMB. À chaque fois, après Champais, il y a eu un blackout. Donc là, si tu veux, je ressors de Champais plutôt bien parce que j'étais 12e et j'étais en train de remonter sur le 11e. Je me dis, bon, putain, encore un qui bâche, on est dans le top 10 là, hein. Quand t'es dans le top 10 à partir de Champais, en général, ça sent bon. Donc je pars un peu sur des œufs, je me dis, bon, fais gaffe, hein, c'est la partie que t'aimes pas là derrière. Donc il y a un long faux plat descendant après Champais, et puis après il y a un long faux plat montant. Et là, il me manquait des forces. Donc je l'ai fait en marchant, je savais que c'était pas très bien. Et après il y a la montée à Bovine, enfin eux ils appellent ça la Giette.
c'est pareil. J'étais pas top. Et en fait, vu que j'ai senti que j'étais pas top, dans la montée, je me suis arrêté 2 fois 1 minute. Tu vois, j'ai laissé courir le chrono 1 minute, je me suis arrêté, soufflé, reparti. Ça a fait du bien. Du coup, je suis arrivé au sommet, il n'y a que Giulio Ornati qui m'a remonté. Et je me suis dit, bon, Hugo, t'es mal monté, hein, clairement. Mais c'est pas pire. C'est pas comme les 2 autres années où c'était lamentable. Donc finalement, j'étais plutôt content. Je me suis dit, tiens, j'ai géré un petit coup de moins bien. Et après, le problème, en fait, c'est que la souffrance musculaire est venue. Ça y est, le corps était cassé. Quand je suis descendu sur Triangle, j'ai senti que là, j'étais fissuré, quoi. J'étais très mauvais dans cette descente. Et ça a été le cas tout le reste du parcours. Mais finalement, j'ai retrouvé un petit moment de flow sur cette fin de parcours. Donc j'arrive à Valorcine dans un état lamentable. Je pense que c'était le pire moment de la course. J'étais plus capable de courir en descente ni sur le plat. Donc là, dans le ravito, c'est la dépression parce que je sais qu'il y a 4 bornes de plat pour aller au col des Montets. Je sais que je vais les faire en marchant, donc ça me fait chier parce que je vais perdre beaucoup de temps. Perdre beaucoup de temps, c'est oublier les objectifs de 23, 24 heures. C'est se faire doubler par 10, 15, 20 gugus. Qui sait comment ils vont, ceux qui sont derrière. Et donc je me dis, ça y est, putain, je vais perdre tous les acquis de la course maintenant. Donc là, énorme dépression à Valorcine. Voilà, vraiment, le mental a flanché d'un coup là. Je pars en marchant dans le col des Montets. J'ai marché tout le long. Et en fait, arrivé au col des Montets, il y avait pas mal de public qui encourageait et tout. Et à ce moment-là, mon esprit l'a switché. Tu vois. Au lieu de se dire, ouais, ça va faire que d'aller de pire en pire, au lieu de déprimer, et d'un coup, je me suis énervé, tu vois. Je me suis dit, non, je ne sortirai pas de ce top 20. Et je suis monté en souffrance, la tête au vent. Mais je me suis remotivé, je me suis remis dedans, j'ai été hyper régulier. La montée au Tsep et la montée à Bovine, je me suis arrêté à chaque fois dedans, 1 minute ou 2 pour souffler. Là, tête au vent, je me suis pas arrêté. J'ai fait d'une traite, bon, pas vite, mais d'une traite. Je suis revenu sur Mimi Kotka au sommet de tête au vent. Donc là, ça m'a vraiment remis dans le flow. Je l'ai passé, je lui ai dit quelques mots pour qu'on fasse la descente ensemble. J'ai même pas entendu si elle m'a répondu, je me suis pas retourné la regarder, etc. Rien du tout. J'ai attaqué la descente. Et là, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, je suis à Cham. Et de tête au vent, je sais pas, je crois que j'ai mis 1h15, un truc comme ça. C'est mon meilleur temps, d'ailleurs, en descente. Et j'étais heureux. Les 2 dernières années, en descendant de tête au vent, mais surtout de la flégère, je faisais que de regarder la montre, avec le dénivelé, voir où j'en étais. Je faisais que de regarder Chamonix en bas, en me disant, ah putain, c'est loin, ah putain, c'est loin. Là, rien. Je regardais le chemin, je courais. Alors, on m'a envoyé des vidéos, je courais mal, mais mieux que les autres années. Donc je courais, machin, tout, hop, j'esquivais les cailloux, j'avais pas d'ampoule, etc. Enfin si, j'en avais 2, mais je les sentais pas. Et j'arrive dans le Cham et ça me paraissait naturel, tout. Donc ouais, j'ai retrouvé un peu un état de flow sur la fin. Donc, finalement, à des moments, il est venu un peu tout seul, cet état de flow, et à des moments, je pense que je me suis forcé à le ressentir, en fait. Concrètement, au col des Montets, j'aurais pu continuer à être dans l'abandon, et je me suis dit, non, je sors pas du top 20. Je me suis dit, non, je fais pas tout ça pour rien. Tu vois, j'ai pris la vie, là, je l'ai secoué, j'ai fait, oh! Et donc, je me suis remis dedans après, en fait. Je me suis remis dans la bonne mentalité, et hop, j'ai réintégré le flow. Donc, on peut peut-être se forcer un peu à le ressentir. C'est vrai qu'au début, je l'ai ressenti naturellement, en suivant finalement 3 copains quand on fait un run. Et ça, quelque part, vous le sentez tous. Quand vous partez faire une sortie de 4 heures tout seul, on va pas se mentir, à un moment donné, on se fait chier. Quand vous partez faire une sortie de 4 heures avec 3 potes, ça passe quand même plus vite. Et c'est ça. C'est ça le flow. C'est quand ça passe tout seul, quand on voit pas que c'est dur. Et ça arrive quand on est 1, en forme, enfin pas en souffrance, et 2, quand on a des gens qu'on aime bien avec nous. Voilà, en général, ça se passe bien. Autre exemple, vous passez votre journée au travail, on va tous être d'accord pour dire que c'est quand même un petit peu long. Vous passez la journée avec des potes à faire un barbecue et à glander dans le jacuzzi. Vous attaquez le barbecue à midi, vous finissez le jacuzzi à 19h, vous n'avez pas eu passer la journée. Donc là, c'est pareil. Du coup, ce que je pense, c'est qu'en fait, vous pouvez programmer votre entrée dans un état comme ça de flow, par exemple, en décidant de faire une partie d'un ultra trail avec des copains.
Voilà, imaginons, voilà, vous êtes deux potes là engagés au 100 miles sud de France. Vous avez un niveau à peu près similaire. Vous dites, ah putain, ouais Simon, écoute, oui qu'est-ce qu'il y a Romain, tu mets combien de temps toi pour le 100 miles? Bah écoute, je vais mettre 36 heures, je pense. Ah putain, ouais, moi aussi, je vais peut-être essayer de faire moins de 40, machin, bidule, tout. Bah tu sais quoi, on va partir ensemble jusqu'à la première base de vie pendant 50 bandes. Bon, j'ai n'importe quoi, je connais pas le parcours. Et ben voilà, là à ce moment-là, vous allez vous forcer à rentrer dans l'état de flow. Alors il y aura toujours l'excitation du départ, mais derrière, vous allez vous retrouver plus ou moins tout seul avec votre pote et ça va rentrer tout seul. Et après, bah, il faut aussi être conscient que c'est pas parce que vous êtes rentré dans un état de flow, de bien-être, etc., que vous n'allez pas en ressortir. Et oui, avec les événements extérieurs, vous tombez, vous vous faites mal, vous vous tordez la cheville, bon bah là, vous allez immédiatement sortir du flow. Vous faites une fringale, voilà. C'est quand vous arrivez au ravito, c'est pas tout à fait comme vous l'avez imaginé, ou il est 2 km plus loin, ou des choses comme ça. Donc là, vous allez sortir du flow. Donc ça marche dans les deux sens en fait. Je pense qu'on peut se forcer à y entrer, et on peut aussi être forcé à en sortir, malheureusement. Donc voilà, je vais te laisser là-dessus pour ces divagations qui finalement sont plus philosophiques qu'autre chose. En tout cas, tu vois Anthony, c'était une bonne question. Et on se retrouve la semaine prochaine sur SoundCloud, sur Spotify pour le podcast numéro 173, mercredi prochain. En attendant, pour les patriotes, vendredi, vous aurez un retour précis sur l'UTMB et les petites choses à améliorer. Lundi prochain, la revue de presse. Il n'y a pas grand-chose en trail là. Ah si, il y a le Swiss Pix, mais c'est à peu près tout. Et on se retrouve mercredi prochain pour le podcast hebdomadaire. Voilà, c'est le gros rendez-vous. Allez, salut, excellente semaine à tous, bonne récup à ceux qui étaient sur les courses de l'UTMB, et peut-être se reverra-t-on, pour moi, micro en main, sur les prochains week-ends qui vont être très animés pour moi. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.